Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à La Ferrière avec Julien Vrignot. Julien est artiste, designer, artisan aussi. Il fabrique des meubles, des lumières et puis parfois des œuvres, de très grandes œuvres. C'est le cas notamment pour les 50 ans de Cugnot où il a relooké le logo Cugnot tout en métal. Vous pouvez voir ça entre La Roche-sur-Yon et Nantes, sur la 4 voies à la sortie de La Roche. Je vous invite à regarder tout ça. Et d'ailleurs, vous allez le voir de visu puisque c'est là que nous allons avec lui pour pouvoir échanger sur sa passion pour l'art, pour le détournement d'objets, pour l'artisanat, pour le travail manuel. Ah là, ça, c'est lui qui va nous le dire. Salut Julien. Salut. Je suis content de te voir. On va discuter avec l'arbre. Ça va? Ça me fait plaisir. Il paraît que tu ne refuses jamais aucun projet. Rarement. Est-ce que c'est vrai? Rarement. Ah. Très rarement. En préparant cette émission, en regardant les anciennes émissions que tu as pu faire il y a quelques années, ouais. ou même en discutant, quand on a discuté un petit peu ensemble, quand on s'est rencontrés la première fois. Donc ça a pu arriver quand même. Ça a pu arriver, ouais, des projets qui m'emballaient moins. Mais Qui bon. t'emballait pas? Ouais, C'est ouais. pas la taille qui compte? Non, la taille, on s'en Trucs fiche. monumentaux? Non, il n'y a plus trop de limites maintenant. C'est la complexité de... Ouais, ou même l'emballement. Si quelque chose ne me plaît pas, forcément, si je ne crois pas au projet, j'ai pas envie de le faire. Les personnes aussi? Ça peut arriver, ça peut arriver. Allez, on se raconte en voiture. Ah oui, il va falloir réadapter le fauteuil. Ah, ben voilà. T'es bien là? Bah oui, évidemment. On a choisi la voiture en fonction de toi. C'est bien, c'est bien. Hop là. Alors, on y va. Hop là. Alors moi, je te suis donc depuis maintenant quelques années. J'ai vu la progression se faire, entre guillemets, depuis le design jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, enfin le détournement d'objets. Avant, tu as beaucoup travaillé dans les bars. Et je me demande si je ne t'ai pas vu dans quelques Il est fort établissements possible sur la roche. lyonnais. Oui, c'est fort possible. Voire dans des boîtes de nuit. Aussi, aussi. Si. Tu as été aussi salarié de boîte de nuit? J'ai bossé longtemps dans la nuit, ouais. J'ai bossé J'en étais sûr. aux Oudéry. À l'époque, c'était le Cayenne. D'accord. J'ai bossé 1 an et demi là-bas. Ouais. Et puis après, j'ai bossé longtemps au Texas. Alors après, ça s'est changé, c'est devenu Club 36. Enfin bref, ça. Et D'accord. je suis parti de la nuit, parce qu'après, il y a un moment donné où on a envie de changement, et puis la nuit ne me convenait plus. En fait, maintenant, je préfère me lever à l'heure où je me couchais. D'accord. Voilà, c'est plus ça maintenant. Oui, ça correspond à une période, Voilà, c'est ça? C'est ça. Mais je regrette pas du tout. C'est une période qui m'a fait rencontrer beaucoup de monde. Oui. Qui m'a fait... C'était une super expérience. On s'est bien amusé, on s'est bien marré, mais... On peut dire que Voilà. tu es un homme de contact dès le départ, pour commencer. Ouais, j'aime le rapport humain. Ça j'aime correspond un peu à tout ce transversal, là, Ouais. le bar, et puis après, petit à petit, être manuel, et puis petit à petit, créer arrivé des petit à objets en petit, tout fonction ça, ouais, des ouais. gens, Ouais. etc. C'est vraiment travailler avec des bons hommes que c'est ce qui te plaît. Ouais, ça me plaît, ouais. Même si je bosse tout seul, oui, j'aime oui. le rapport avec l'humain quand même. Ouais. Oui, mais on sent ça. Pourquoi il y a eu cette bascule après la cuisine? Comment ça s'est fait? Raconte. La cuisine dès le départ, le monde de la nuit, et puis le monde de l'art. Comment s'est fait cette bascule? Alors, je suis pas basculé directement de la restauration au monde de l'art. Je suis passé par donc le détournement d'objets. En fait, pour la faire courte, j'étais dans un restaurant à Longeville-sur-Mer et j'ai été licencié de ce restaurant-là. Sauf que toute la déco, c'est moi qui l'avais faite. J'avais acheté des objets, j'avais fait des brocantes, tout ça, et j'ai récupéré toute la déco qui était donc stockée dans un garage. Et j'ai commencé. Un pote me dit, bah écoute, ma belle-mère, elle a un garage, elle s'en sert pas, viens travailler dedans si tu veux, viens bricoler. C'était au 102 rue Émile Gabory, donc le 102 Gab. C'est le premier, Oui. c'était le tout début. Oui. J'ai commencé le détournement d'objets comme ça, donc je bidouillais, quoi, des fauteuils, des lampes, des machins, tout un tas de trucs. L'autre jour, Facebook m'a mis un souvenir d'il y a 10 ans, l'évolution est flagrante. Enfin, Ouais. bref. Mais c'était les débuts. Et je faisais des détournements d'objets. Et petit à petit, les gens me demandaient de faire des trucs. Est-ce que tu pourrais me faire ça? Donc effectivement, comme moi, comme on disait tout à l'heure, je ne savais jamais dire non. Je dis oui, je vais le faire. Et je réfléchis après comment faire. Et puis petit à petit, en fait, d'un passe-temps, c'est devenu un vrai hobby. Et puis c'est devenu un emploi d'appoint. Et puis une source de revenus complémentaires. Oui. Et puis c'est devenu une vraie passion. Et puis un jour, j'ai eu besoin de faire une soudure. Et j'ai demandé à un ami qui soudait, est-ce que tu pourrais me faire
ça, j'ai un chariot à faire, est-ce que tu pourrais me le faire? Oui, je vais venir. Et ne voyant point le coyote venir, et tous ceux qui me connaissent savent que je suis absolument pas patient, eh ben, j'ai acheté un poste à souder. D'accord. Un tout petit poste à souder de grande distribution. Ouais. Et j'ai commencé à souder comme ça. Alors au début j'en ai bouffé de la baguette hein, et au début tu fais une belle soudure, tu fais c'est super, tu prends le truc, il se casse en deux. Non, c'est pas bien soudé finalement. Et la soudure m'a vraiment plu, j'ai aimé ce côté fusion des métaux, en prendre 2 morceaux et en faire qu'un, ça c'était vraiment assez cool. Et en fait ça ouvrait une myriade de possibilités. Et voilà, et donc j'ai fait la ferronnerie, donc tout ce qui était table, chaises, du mobilier, des verrières aussi beaucoup, parce que c'était une période où c'était vraiment la mode des verrières. Donc j'ai un peu surfé là-dessus. Et c'était plutôt cool. Et en 2018, il y avait le Tour de France. Et avec les services municipaux, en fait, j'ai des gens qui bossent là-bas et m'ont dit pourquoi tu ne ferais pas une sculpture pour le Tour de France. Et effectivement, j'ai proposé et mon dossier a été accepté. Et j'ai fait un vélo qui est maintenant à l'échangeur de Saint-Florent. Et c'était ma première sculpture. Parce que je me suis dit, il est quoi? Il est designer, il est artiste, il est artisan. Alors, en fait, t'es un peu tout ça. Hein. Pour le mobilier et tout ça, toute la ferronnerie, c'est plus du design. Ouais. Et pour la sculpture, c'est vraiment artiste. Ouais. Voilà. Alors, je suis pas forcément quelqu'un de casable et étiquetable. Donc, j'aime bien un peu vadrouiller de droite à gauche. Voilà. J'aime bien les. D'où te vient ce côté manuel? Qui c'est qui t'a appris à faire tout ça? Mon papa est un génie de bricolage. Alors qu'en fait. On lui dit bonjour, parce qu'il paraît qu'il regarde. Bonjour papa. Ah, c'est ce que tu as dit. Papa m'a appris beaucoup de choses et j'ai beaucoup appris en le regardant. Il fait quoi ton papa? Mon papa était électromécanicien. D'accord. Mais un génie quoi. Enfin, il savait tout faire à peu près. D'accord. Donc j'ai vu sortir le moteur d'une voiture dans un garage. Enfin, tout faire. Et tous les gens du quartier venaient pour demander à mon père de faire des trucs quoi. Donc voilà, il savait tout faire. C'est MacGyver en fait. Et aujourd'hui, alors quelle est la part de l'artiste chez toi ou de l'artisan? Ce qui te fait vivre, c'est plutôt le design? C'est les commandes de meubles? Il y a encore pas mal de meubles et ça tend vraiment à aller vers l'art. Ah oui? Ouais. Tout seul? Tout seul. C'est Ou c'est ce que tu cherches? Ah non, moi c'est ce que je cherche vraiment. C'est là où je m'éclate, c'est là où je m'amuse. C'est là où c'est ce qui me donne envie de me lever le matin. D'accord. Je peux être parfois sur des projets qui sont normés et qu'on attend et les clients attendent parfois. Je me lève un matin et j'ai envie de faire quelque chose, je me lève et je le fais quoi. Ça peut m'arriver j'ai envie de faire un poisson, je me lève et je fais un poisson quoi. C'est 80% de mon travail, c'est le métal. Ouais. Maintenant j'aime bien l'habiller de différentes manières. Ouais. Là je suis en train de bosser sur ma prochaine créa, là c'est un pan. Je suis en train de faire un pan et en fait toute la queue du pan sera habillée avec des vraies plumes de pan. Donc en fait je vais essayer de marier les matériaux et les matières et voilà. Et c'est pour qui? C'est pour toi? Alors ça c'est une idée. Je me suis levé un matin avec l'envie de faire un pan. Je suis allé acheter des plumes de pan et j'ai dit maintenant il faut y aller. Donc j'ai commencé le pan et je pense qu'il va être joli, ça va être sympa. Donc toute la queue va être fournie avec des plumes de pan. Et j'ai envie d'intégrer des trucs comme ça quoi. En faisant un animal, mettons, voilà. Pourquoi tu te lèves le matin alors du coup maintenant? Qu'est-ce qui te fait le lever? Qu'est-ce qui te rend heureux? Il y a une pièce qui est en cours et j'ai envie de la finir et j'ai envie de la voir et j'aime la faire et, donc elles sont toujours brutes. Alors j'aime les voir brutes et après je bosse avec une boîte qui s'appelle MTPM au Paris-sur-Vie qui est une boîte de thermolacage et quand ça revient de peinture c'est incroyable. Moi ça m'émeut à chaque fois et parfois j'ai du mal à me dire c'est moi qui l'ai fait et quand je l'amène chez le client ou je l'expose c'est les réactions qui me plaisent en fait. C'est de se dire ça c'est cool quoi, c'est moi qui l'ai fait et ça fait plaisir aux gens. T'es facile à vivre comme garçon? Ça dépend à qui vous posez la question. Je sais pas si je suis facile à vivre. Déterminé hein? Pas facile à suivre je crois. Facile à vivre peut-être mais pas facile à suivre. Okay. Non je suis assez déterminé ouais. Parce que j'ai envie de réussir en fait parce que je crois vraiment je crois en ce que je fais, je crois en moi et je compte y aller quoi. Je compte vraiment faire mon truc quoi. Je veux aller au bout du truc. Bon. Voilà. Bon, en attendant, on va aller au bout du truc. On va aller chez Cugnot voir la sculpture que tu as faite. Plusieurs matières effectivement. Plusieurs matières. Puis la taille aussi. Ouais, c'était un peu fou là. Vous allez voir ça, c'est absolument monumental. Et puis on va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Tu as choisi Ready to Rock Airborne. Tu m'expliques pourquoi? Découverte au Hellfest cette année, je connaissais pas du tout et c'était incroyable. Le concert incroyable. Un mec généreux sur scène, il lançait des pintes de bière dans le public, c'était fou. D'accord. Et puis l'ambiance Hellfest. On sent derrière, mais on en reparlera tout à l'heure,
que tu as une âme un peu rebelle, tu as une âme de rocker. On peut dire ça? Un peu, même si, ouais, un peu, ouais. Hein? Ouais. Allez, on écoute ça et puis on va chez Cugno. Ah oui, d'accord. Il est bon ce morceau. J'avais une copine qui était avec nous. En fait, à un moment donné, il y a un riff de guitare. C'est assez court normalement. Elle me dit, fais-moi sur ses épaules. Je monte sur ses épaules. Je la fais monter sur mes épaules. Mais le riff, le gars a fait jouer le riff 1000 ans. Parce qu'il lançait des pannes de bière, il envoyait des trucs. Et comme il parlait de Lemmy Kilmister, comme il est mort, ils ont servi une panne de whisky coca qu'ils ont donné au public. Et ça a duré 1000 ans. Et la copine n'avait pas lourde, mais trop lourde, quoi. C'était une galère. Mais on a rigolé, incroyable. Et la copine, j'ai failli par la lancer. Elle a été emmenée jusque devant, en slam. Elle dit, tiens, moi, ça vaut, j'ai jamais fait ça, mais elle adorait. Voilà. Ah, dis donc. Donc voilà l'œuvre. La bête, la plus grosse pièce. Combien elle pèse? Alors la structure en elle-même, que le métal avec le recouvrement, ça fait 2 tonnes et demie. Oui. 2 tonnes 7 exactement. Et après, là, en tout, avec les blocs, on est à 7 tonnes. C'est donc la plus grosse œuvre. La plus grosse, la plus lourde, la plus haute, la plus chère, la plus volumineuse, la plus tout. C'est la plus grosse, tous les superlatifs. Alors, il n'y a pas un moment, on va s'approcher un peu, il n'y a pas un moment où tu t'es fait peur? Ah si, si, dès le départ en fait. Dès le départ. Mon papa est venu pour me voir comment j'avançais sur l'œuvre. Et il a vu, il a dit, ah oui, et tu dois rendre ça après. Ouais. Et il dit, même mon père n'y croyait pas. Pourtant, moi j'y croyais pas non plus. Hein. Mais bon, j'ai passé quelques nuits à cogiter et quelques heures à bosser. Et puis ça l'a fait. Finalement, voilà, j'ai avancé petit à petit, étape par étape. Voilà, ce que je trouve impressionnant là-dedans, c'est que alors il y a un jeu de force, et évidemment il y a un jeu de matière, de poids, etc. Toi, tu es totalement autodidacte. Tout. J'ai tout. Enfin, quand je sais pas faire, maintenant on a Internet et on peut tout trouver en fait. C'est vrai? Ouais. Il suffit de se renseigner, il suffit de pas. Essayer. Alors j'essaye. Alors j'aime pas rater des trucs. Oui. C'est-à-dire que les matières ça coûte cher, donc quand je fais quelque chose, il faut que ça marche. D'accord. Donc je fais en sorte que ça fonctionne dès le départ. Ouais. Donc, voilà. Mais là c'était vraiment un pari fou. Déjà par la démesure. Quoi. Oui, parce qu'à partir du moment où tu l'as fait pièce par pièce, oui. Tu ne savais pas si tout allait tenir. Alors en fait j'ai fait la première structure. La structure a été faite entièrement à blanc dans mon atelier. Sauf que j'avais pas le bloc béton qui a été coulé après. Donc en fait, il a fallu penser à ça après. Il fallait rehausser et refaire le calcul parce que en fait là c'est un bloc béton, c'est un pan coupé. Donc il a fallu calculer pour le pan coupé quelle hauteur. Oui. C'était. Et oui. Bon, et en même temps, et ton atelier, il pouvait contenir tout ça? Non, j'ai fait tout dehors. Tout a été fait dehors. J'imagine. Tout a été fait dehors. Besançon, ils en ont ras le bol en fait. Ah, mais ils en peuvent plus. Quand on a dressé la sculpture oui. sur mon parc, les gens ralentissaient sur la route. D'accord. Ah bah il n'y a pas d'accident. Mais, ça c'est sûr. mais tout le monde ralentissait parce que c'était démesuré. J'avais un télescopique incroyable. Enfin, c'était génial. C'est une super expérience en fait. Alors c'est une expérience. Tu préfères travailler pour une entreprise, pour un particulier? Tu es encore en découverte finalement. J'aime bosser pour celui qui va me laisser faire ce que j'ai envie de faire. Ah oui. C'est-à-dire que là, c'est toi qui l'as décidé. Libre cours. D'accord. Je suis arrivé en rendez-vous devant les 4 frères Cugno. C'était presque le tribunal. J'étais là, je me sentais tout petit là-dedans. Et ils m'ont dit voilà, notre entreprise c'est ça. Notre entreprise elle va vers ça. Qu'est-ce que vous nous proposez? Et en fait, direct, j'ai pensé à ça parce que comme ils travaillent le béton, le verre, le métal et le bois, j'ai tout de suite pensé à l'Atomium en fait à Bruxelles, qui était une base de travail. Et je dis, je vais vous proposer ça. Il dit, ok, d'accord, faites-nous un dessin. Là, pour le coup, moi, je dessine comme un de CM2. Et j'ai demandé à un ami, Julien Guillet, un tatoueur, là, qui m'a fait le dessin. Et je suis arrivé avec mon dessin. Et voilà, je dis, voilà, je propose ça. C'est le seul projet? Oui, c'est le seul. Je vais le défendre. Ouais. Et voilà, et puis ils m'ont dit, c'est pas mal, allez-y. Et donc j'ai refait une maquette en plus après. C'était que des nouveautés avec eux. Avec ce projet-là, c'était vraiment que de la nouveauté. Le dessin, la maquette, les matières, le travail des matières, le volume, surtout, c'est ça. Quelle leçon tu tires de ce travail-là? J'imagine que quand on est sur un travail d'envergure comme ça, c'est un travail qui va te marquer pour tous les travaux suivants. Savoir déléguer. Ouais. Savoir déléguer, parce que c'était une grosse charge mentale. J'ai bossé tout l'été dessus.
ça a été compliqué parfois. Il a fallu garder le moral, hein, mais il y avait des trucs compliqués, durs, lourds. C'était vraiment... donc je saurais déléguer maintenant sur certains postes. Là, voilà. Ça marche. Il n'y a que le bois que j'ai délégué en fait. D'accord. Ouais. Et sinon, tu as tout fait toi-même. Tout. Très bien. Allez, on va dans l'usine. Tu ressembles à un Playmobil comme ça. C'est un peu ça. Même du chantier. Ouais, ce qui est sympa. Moi, j'aime bien ce lien-là. Je trouvais ça sympa. De te montrer à la fois ton métier et à la fois finalement la base, c'est la soudure, c'est du travail. T'es un héritier en fait quelque part. Tu me parlais de ton papa. Ouais. Mon papa, je suis pas sûr que dans mes souvenirs il soudait beaucoup mon père. Ouais. Mais ouais, c'est un peu ça, c'est l'héritage, ouais, c'est la transmission. Alors moi je veux pas d'héritier, mais je veux bien transmettre. S'il y a un stagiaire qui veut venir, pas de problème. Ouais. Alors t'en es pas encore parce que t'es dans la construction. Ouais. Pour le moment. L'œuvre que tu as faite, c'est ton plus gros chantier là, ce que tu as fait. C'est le plus gros ici. C'est le plus gros. Tu as d'autres ambitions pour le moment? Oui. En préparation. Ouais. Des gros aussi. Pas tant sur la hauteur, mais sur la longueur. Des trucs assez gros, j'espère. Est-ce que tu arrives à vivre de ta passion maintenant? Maintenant oui. Oui. Et c'est un vrai luxe, j'en ai conscience. J'en ai conscience, c'est un vrai luxe. Il y a une chose dont on n'a pas parlé. J'ai dit que tu étais un rocker. Un peu. C'est un peu ton look quand même. D'où ça vient ce côté rocker? Le rock, j'ai toujours aimé ça en fait. Et puis j'ai aimé ça, mais j'aimais le vieux rock. Hein. J'aimais le psycho, j'aimais le rockab. Et puis j'ai découvert le Hellfest en bossant avec la CEMAF. Et puis finalement j'ai découvert un monde qui me plaisait vraiment, où je me sentais vraiment moi-même, à l'aise. Et ça me plaît, j'aime ce côté rock, j'aime ce... en fait, être rock, c'est pas que avoir des fringues tête de mort, avoir une moto ou quoi. C'est vraiment un état d'esprit. Ouais. C'est un état d'esprit en fait. Je pense que c'est vraiment c'est faire ce qu'on a envie de faire, quand on a envie de le faire, peu importe les convictions et les conventions en fait. D'accord. Moi je fais ce que j'ai envie de faire en fait et quand j'ai envie de le faire. Voilà, c'est ça. Et une chance, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Parce qu'encore une fois, je me donne les moyens. Je pense que si tu te donnes les moyens, si tu crois en toi et que tu te donnes les moyens, je pense que tu peux y arriver. Par contre, faut aller. C'est beaucoup de temps à passer. C'est pas toujours simple. Oui, tu nous as dit, tu t'es fait peur. C'est jamais simple. Hein, c'est jamais simple. Hein. Quand tu rentres des structures comme ça, faut que ça tienne debout. Hein. Puis en plus, quand tu as des grosses entreprises comme ça, où il y a beaucoup d'actualités, beaucoup de normes, donc faut pas se louper. Quoi. Donc j'ai eu une pression monstre. Ouais, j'imagine. Voilà. On va sortir, on va aller dehors pour finir cette émission et pour parler de l'avenir. On va terminer cette émission en se projetant dans 30 ans. 30 ans. Tu ne seras plus qu'artiste. Ouais. Tu rouleras avec une grosse Harley Davidson. Ouais, ou pas, je sais pas, peut-être pas. Pas forcément. Non, j'aime. Comment tu te vois? Est-ce que tu fais des plans de carrière d'abord? Je cravache maintenant pour pouvoir être un peu plus détendu plus tard. Tu l'as pensé dans ton travail, ça? Oui. Tu te dis c'est maintenant qu'il faut que je C'est maintenant, ouais. Pour moi, je me vois à 10 ans en fait que ça c'est la grande phrase d'un copain qui est que 20% de ton temps de travail doit t'apporter 80% de tes revenus. Voilà. Donc après, j'aimerais être connu en tant qu'artiste et que je sois sollicité pour des grosses pièces qui me demandent peut-être plus de temps, mais qui sont vraiment cool à faire et qui sont financièrement beaucoup plus intéressantes forcément. Mais l'aspect financier passe en second plan par rapport au plaisir de le faire. Tu vois. Je préfère faire une pièce qui va me rapporter moins d'argent, mais où je vais m'éclater. Ouais. C'est ça. Tu as vraiment cette envie d'être heureux au travail à tout prix, en fait. C'est ça. Ouais. Et puis, oui, c'est ça, vraiment, j'ai envie de me lever le matin avec l'envie, quoi. On passe beaucoup de temps à travailler, j'ai pas envie de faire la gueule au travail, quoi. Donc, bon, même si personne ne me verra, voilà, j'ai envie de me sentir épanoui. Dès l'instant où j'ai fait un travail qui me plaisait pas, je suis parti. Ouais. Et ce sera en Vendée, ça? Toi qui as des envies parisiennes? Alors, je vais sur Paris, j'y vais, mais en fait, j'y vais et je reviens, quoi. Moi, je suis très attaché à mes terres. Je suis vendéen de cœur et d'âme, jusqu'au tatouage. Et je compte pas spécialement partir de Vendée, quoi. Je suis bien en Vendée, je suis vraiment bien installé. J'y ai créé mon réseau. C'est long et c'est fastidieux de créer un réseau et j'ai pas envie de le quitter maintenant. Et puis je m'y sens bien, quoi, tout simplement. Donc peu importe en fait finalement, j'ai des résidences artistiques qu'on m'a proposées, que je vais faire d'ailleurs, à Marrakech.
et une un peu plus loin encore après. Mais j'y vais et je reviens. C'est ça. Je peux produire n'importe où. Tu sais d'où tu es. Ah oui, et je sais où je vais. Et où tu vas En tout aussi. cas, ouais. Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup Julien, ça m'a fait Merci. plaisir. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Sans détour. Salut.